tous, voici les titres de votre toute nouvelle édition dans votre sommaire, bien évidemment. Vous saurez tous sur l'unité de préservation du cadre de vie. Children and Future vient en aide à un centre d'accueil d'adolescentes en difficulté. La 114e édition du Rolex Monte Carlo Masters a été dévoilée lors d'une conférence de presse. Et notre invitée de la semaine sera la climatologue Corinne Lequéré. Une conférence de presse était organisée à la Sûreté publique afin de présenter la nouvelle unité de préservation du cadre de vie, une unité aux multiples missions, comme va vous l'expliquer Vanessa Dessy. Au départ, il s'agissait de renforcer par des moyens humains les dispositifs de circulation afin d'en optimiser la fluidification. Une opération pilote avait été réalisée par la Sûreté publique en ce sens à divers points noirs en principauté entre septembre et décembre 2018. Le bilan en ressortait très positif. D'abord, elle a été très bien perçue par la population, puisqu'il y a eu une mobilisation très forte des agents de la sûreté publique sur le terrain, notamment pour gérer ces problématiques de circulation. Donc d'évidence, je dirais un petit peu, lorsqu'on voit un uniforme sur le terrain, l'automobiliste a tendance à aller un petit peu plus vite et aller surtout là où on lui dit d'aller, est un petit peu moins hésitant et donc globalement la circulation s'écoule mieux. Donc elle a été très positive de ce point de vue-là, mais cette expérience ne portait que sur la problématique de fluidification. L'unité de préservation du cadre de vie a donc vu le jour et s'étend aujourd'hui à plusieurs missions. Outre l'amélioration de la circulation, elle lutte également contre toute forme de nuisance sonore et d'incivilité. Deuxième mission importante, c'est la lutte contre les incivilités. Que ces incivilités soient des incivilités sonores, des bruits intempestifs, des bruits, un comportement un petit peu vrombrissant de certains automobilistes, ou des bruits de chantier, ou des bruits de voisinage un petit peu trop anormaux. Et puis aussi des incivilités que peuvent être le stationnement gênant, les dépôts sauvages sur la voie publique, les déjections canines non ramassées, les mégots qui traînent par terre. Tout ceci peut faire partie des incivilités qui, en définitive, dégradent notre cadre de vie. Voilà pourquoi sa mission et son titre, c'est une unité de préservation du cadre de vie. 7 hommes et 3 femmes ont été choisis dans les rangs des effectifs sous le commandement d'un gradé. L'unité est équipée de vélos à assistance électrique, de manière à réduire le temps de déplacement tout en préservant l'environnement. Depuis de nombreuses années, notamment aux fonds récoltés lors de la No Finish Line, l'association Children and Future multiplie les actions afin d'aider des enfants qui ne peuvent pas justement être aidés, soutenus dans leur pays d'origine. Mais l'association multiplie aussi les actions aux portes de la principauté. Patricia Navarro. Cette jolie maison niçoise, à quelques centaines de mètres de la promenade des Anglais, est un centre d'accueil temporaire pour adolescentes en difficulté, dépendant de la Fondation de Nice. Elles sont une dizaine à vivre ici, entourées notamment d'éducatrices spécialisées. Et depuis peu, la Villa Marie-Ange, qui est un véritable havre de paix pour elles, abrite une superbe salle multi-activités. Une réalisation rendue possible grâce à la main tendue par l'association monégasque Children and Future, ainsi que la No Finish Line Nice. Quand on a créé la No Finish Line Nice, on a décidé qu'au départ, on soutiendrait des projets locaux. Or, la Fondation de Nice rentre tout à fait dans ces critères. Ils ont de nombreux projets et ils accueillent notamment des jeunes filles dans des conditions difficiles. Et ça nous semblait évident de les aider, puisqu'on les avait aidés aussi auparavant avec l'association de Monaco à la Trinité. Et c'est donc dans cet espace qui a pris la place d'un vieux hangar que les jeunes filles accueillies ici vont pouvoir se retrouver, échanger, danser, chanter, regarder des films seules. Un lieu convivial, un vrai plus dans la prise en charge que leur offre la Fondation de Nice. On s'est dit mais pourquoi on n'en ferait pas un espace un peu particulier pour les filles, parce que c'est vrai que aussi nous ce qui nous interrogeait beaucoup, c'est que la problématique des adolescentes, c'est que souvent elles se tournent vers l'extérieur aussi quand elles sont pas bien. Donc on s'est dit plutôt
on peut tenter à la place des fugues et si on leur proposait un espace dans la maison mais où elles ont l'impression d'être sans nous. Voilà. C'était un petit peu parti de ça. Aussi, il y a 2 ans, on a voulu faire un spectacle de danse avec Léana qui était là aussi, qui était dans mes premières petites danseuses, on va dire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué parce que pour se filmer dans la maison, on se mettait des coups, les pièces elles étaient un peu petites, des fois on se prenait les tables, des fois les murs. Et du coup, on devait louer une salle de danse. Et c'était compliqué parce que voilà, toujours avec ce système, des fois, voilà, il fallait qu'on soit toujours beaucoup d'éducateurs pour qu'il y ait des éducateurs pour garder les filles dans la maison et qu'il y ait aussi des éducateurs qui puissent partir à la danse. Donc ça a été compliqué et au moins là, on a tout dans la même maison et c'est vraiment c'est joint l'utile à l'agréable, on va dire. C'est vrai que ça a été une expérience forte, en émotion, en joie, comme en peine des fois. Et ce projet hangar, c'est vrai qu'il a été mis en place dès le début que moi je suis arrivée. Et pour les jeunes, je pense, pour les jeunes de Soyez, c'est important de pouvoir avoir un endroit où on peut être soi-même. Voilà, et franchement, j'ai hâte de découvrir comment c'est. C'est une façon de s'exprimer, hein, ça vous permet de vous exprimer. Oui, c'est ça, exactement. Dans cette salle, les adolescentes toutes mineures pourront donc ainsi s'évader et mener ensemble des projets fédérateurs, tout en restant en sécurité dans l'enceinte de cette institution créée en 2008. Avril, une période printanière qui correspond toujours à de très belles journées et en sport, au retour du Rolex Monte Carlo Masters. La prochaine édition a d'ailleurs été dévoilée lors d'une conférence de presse, conférence à laquelle assistait Fabien Bonilla. Du 11 au 19 avril prochain, voici la date du Rolex Monte Carlo Masters. Le directeur du tournoi, Zeljko Franulovic, a présenté les grandes lignes de cette 114e édition, comme l'ouverture d'un bar à cocktail à la place de la boutique Rolex sur les terrasses du Monte Carlo Country Club. Du côté des joueurs, les numéros 1 et numéro 2 mondiaux, Novak Djokovic et Rafael Nadal, sont déjà inscrits. Il est fort à parier qu'ils ne seront pas les seuls. Et contrairement à il y a quelques années et la suprématie d'El Toro de Manacor, Rafael Nadal, le nom du vainqueur de cette 114e édition ne semble pas connu à l'avance. Avec l'arrivée d'une nouvelle garde, le suspense est de retour. Je viens d'annoncer quelques-uns qui ont commencé à démontrer leurs dents déjà l'année dernière. Tsitsipas qui gagne à Londres en novembre, Medvedev qui est en finale de US Open, qui fait un match excellent, magnifique contre Rafa Nadal. Team, il ne faut plus le présenter, finale de Roland Garros, finale de l'Open d'Australie. Tous ces jeunes sont là. Tout est possible cette année. Ils ont une année de plus. Ils ont pris la confiance en gagnant les matchs, en gagnant les tournois. Comme je disais, il faut juste un grand chelem pour les mettre au niveau de ces trois. Pour rappel, l'an passé, plus de 135 000 spectateurs se sont déplacés durant la semaine au Monte Carlo Country Club. 31 millions de téléspectateurs à travers le monde ont regardé ces affrontements tennistiques. L'ATP a d'ailleurs attribué au Rolex Monte Carlo Masters un award d'excellence pour le lieu le mieux aménagé en 2019. Parlons de l'avenir. Le tirage au sort du tournoi sera effectué par le tenant du titre, Fabio Fognini, le vendredi 10 avril en live sur Monaco Info, ainsi que sur la page Facebook de la chaîne. S'en suivra une semaine de bataille acharné sur les cours du MCCC. Qui succédera à Fabio Fognini? Réponse le dimanche 19 avril dans l'après-midi. Hier, la Scuderia Ferrari a présenté sa nouvelle monoplace en présence des pilotes Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Charles Leclerc d'ailleurs qui s'est confié sur la prochaine saison à venir. Regardez. Pour sa première saison avec la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc a marqué les esprits. 7 pôles, 2 victoires et 10 podiums. Les performances du pilote monégasque lui valent une 4e place au championnat devant son coéquipier Sébastien Vettel. À un mois du coup d'envoi de la nouvelle saison, Charles Leclerc a dévoilé ses ambitions, lui qui a prolongé jusqu'en 2024 avec Ferrari. Comme objectif pour l'année 2020, ça reste les mêmes que les années d'avant. Je ne me suis jamais mis un objectif en tant que position, mais plus en tant qu'éthique de travail. Donc j'ai envie de bien travailler et je suis confiant que les résultats arriveront si on travaille bien en tant que team. Je me suis énormément préparé pendant la pause hivernale pour être le plus près possible pour cette année 2020 et j'espère que ça nous apportera des bons résultats. Et Charles Leclerc débutera sa 2e saison avec Ferrari sur une nouvelle monoplace, la SF1000, un nom en référence au 1000e Grand Prix auquel participera l'écurie italienne cette année. La SF1000, je trouve que c'est toujours assez
C'est toujours plein d'émotions quand on découvre la nouvelle voiture. Après avoir été à Maranello pendant ces derniers mois, vu toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, enfin la voir en réalité, c'est beau. Et maintenant, j'ai juste qu'une hâte, c'est de rentrer dans la voiture, allumer le moteur et partir en piste. Il faudra encore attendre un peu. Le championnat du monde de Formule 1 reprendra ses droits le 15 mars avec le Grand Prix d'Australie. L'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brève. Le prix de Lausanne est l'un des plus prestigieux dans le monde de la danse. Pour cette 48e édition, c'est un élève de l'Académie Princesse Grace qui l'a remporté. Marco Macciari a 17 ans. Il obtient ainsi le premier prix médaille d'or du prix de Lausanne et le prix d'interprétation contemporaine. C'est la 3e année consécutive qu'un élève de l'Académie monégasque reçoit la médaille d'or. Et en 7 ans, ce sont 13 prix qui ont été reçus par les jeunes danseurs de l'Académie. Une très belle performance. À l'invitation de la mission pour la transition énergétique, le professeur Corinne Lequéré du Haut Conseil pour le climat était en principauté à l'occasion d'une conférence. Nous avons pu nous entretenir avec elle. Elle est notre invitée de la semaine. Bonsoir et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors écoutez, nous allons commencer. Toute première question, j'aimerais un petit peu savoir quelles sont les missions, les objectifs d'une, en l'occurrence, climatologue. Un climatologue, c'est un scientifique, comme moi, qui essaie de déjà expliquer et comprendre ce qui se passe dans la réalité, donc les tendances climatiques, les changements climatiques qui se déroulent au cours de plusieurs décennies, par exemple, et de faire des prévisions de changement de climat pour l'avenir. Donc, on regarde les observations, on comprend les processus et on fait des projections. Sur quoi portent ou ont porté plus particulièrement vos recherches justement sur le climat? Mes recherches à moi portent sur les interactions entre les changements climatiques et le cycle du carbone. Donc, on a du carbone que l'on émet dans l'atmosphère avec nos émissions de CO2, dans nos activités humaines, et ce carbone est redistribué dans l'environnement, en partie dans l'océan, en partie dans les forêts, la biosphère terrestre, et il y a une partie qui reste dans l'atmosphère et qui cause les changements climatiques. Et mon travail de recherche consiste à regarder les pompes de carbone naturelles dans la biosphère terrestre et surtout dans l'océan. Alors, ces changements climatiques et leurs effets existent bel et bien. Est-ce qu'à vos yeux, il existe justement peut-être des moyens pour lutter contre ces changements? J'entends bien sûr peut-être des moyens à notre échelle, à nous tous. Absolument. Pour arrêter le réchauffement de la planète, il faut que les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre soient ramenées à zéro. Donc, il faut qu'on arrête d'émettre complètement. Et comme on émet là, dans presque toutes nos activités, il faut faire un certain nombre de choses, devenir plus efficace, réduire notre consommation en énergie ou transformer la source d'énergie pour qu'elle soit complètement de sources renouvelables. Donc, dans toutes nos activités, par exemple la mobilité, par exemple le chauffage et le confort des bâtiments et la gestion des déchets, par exemple, ou l'industrie, on a des possibilités pour changer la façon dont on utilise et l'énergie qu'on utilise. Alors, vous avez réalisé plusieurs rapports avec des informations très précieuses pour le GIEC. Le GIEC a notamment remis au mois d'octobre dernier, à l'automne ici en Principauté, un rapport sur les océans. Le rapport a été présenté devant le souverain. Est-ce que ces rapports, justement, du GIEC permettent, j'allais dire, de contribuer à une prise de conscience mondiale, ou en tout cas d'avertir de plus en plus les pays qui seraient encore un petit peu réfractaires au changement? Ouais. Les rapports du GIEC sont extrêmement précieux. C'est vraiment la source à la base de l'information que l'on a sur les changements climatiques. Ils amènent des scientifiques de partout à travers le monde à collaborer pour extraire le consensus scientifique. Ils sont vraiment à la base des actions des gouvernements pour répondre au changement climatique, l'accord de Paris, entre autres. Donc, le rapport Océan, en particulier, a été très, très important pour démontrer l'influence de nos sociétés
sur les océans, sur leur capacité à absorber du carbone, sur la qualité des écosystèmes, la biodiversité. Et c'est vraiment ces rapports qui font en sorte que les politiques des gouvernements à travers le monde sont bien informés. Alors, il y a quelques mois, vous receviez la prestigieuse médaille Prince Albert Ier des mains du souverain de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Vous êtes aujourd'hui en principauté. Quel regard portez-vous sur les actions, justement, très protectrices à l'égard de l'environnement menées par la principauté? Il y a des actions particulièrement ambitieuses de la principauté, à la fois sur l'atteinte de la neutralité carbone en principauté, un objectif qui a été mis de l'avant déjà il y a plusieurs années avant d'autres pays, mais aussi comme ambassadeur pour la soutenabilité, pour les réponses au changement climatique, pour le soutien des nouvelles technologies, le soutien de l'innovation, le soutien de la recherche. Et toutes ces approches et toutes ces actions sont vraiment très importantes parce qu'il s'agit à la fois pour nous de réduire nos émissions jusqu'à la neutralité carbone, mais aussi d'entraîner le reste du monde dans les actions globales pour que vraiment on puisse avoir un effet sur le climat. Une dernière question. Vous êtes ici en principauté à l'invitation de la MTE, la mission pour la transition énergétique. Vous donnez donc cette conférence, échanger, parler, rencontrer. Ce sont des éléments clés à vos yeux? Absolument. Et on voit une grosse différence dans la dernière année. Il y a une grosse demande, il y a un gros engagement du public pour comprendre, pour agir, pour être à la hauteur. Et pour moi, d'avoir toutes ces invitations, de pouvoir avoir la chance d'échanger avec le public, avec les industriels, avec les acteurs, c'est vraiment une chance pour moi, mais c'est une tendance qui est vraiment à favoriser, à soutenir pour l'avenir. Un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Ciel couvert pour la journée de jeudi, les températures seront fraîches par rapport au jour précédent, avec 5 degrés le matin et 12 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, plein soleil et un thermomètre bien haut pour la saison. Le week-end sera largement ensoleillé, retour des nuages en début de semaine prochaine. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Monaco Info, jeudi dès 19h. À très bientôt.